cet exposé. On va ouvrir la discussion. J'invite Mélanie Gros, Corinne Lanzarini, Jacques Rodriguez et Stéphane Zigart à nous rejoindre à la tribune. Alors, on va faire de gauche à droite. Jacques Rodriguez, pardonnez-moi, professeur de sociologie à l'Université de Lille. Stéphane Zigart est philosophe et enseignant également à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille. Je recule. Mélanie Gros, chargée de mission pour le développement de la participation des personnes accueillies au service social. C'est long. Mais vous avez vu, c'est pas beaucoup plus long que ça. Et Corinne Lanzarini est sociologue de conférence à Sorbonne Paris-Nord. Je ne sais pas si vous avez déterminé un ordre de passage. Stéphane, je te sens déterminé. Alors, ok, donc je vais y aller, mais je vais m'y prendre vu qu'on est 4, et vu que j'ai 4 pages, c'est beaucoup trop long. Je vais proposer 4 thèmes, 4 questions possibles, et je pense que c'est bien si la parole elle circule entre nous à partir de là, et en particulier à partir de ce que vous privilégierez. Par rapport aux questions que je me pose, l'avantage c'est que j'ai aucun travail de direction et tout, je suis totalement libre là, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il fallait que je me mette un peu dans vos chaussures pour marcher avec vous. Alors, la première question, c'est celle sur la non-miscibilité donc de l'assistance et de la répression, c'est-à-dire sur le fait que ça ne puisse pas se mélanger. Je voudrais poser la question d'un point de vue strictement philosophique. En fait, il est bien sûr tout à fait possible de distinguer, par définition, la répression de l'assistance. Là, il y a pas. La question, c'est de savoir si elles ne sont pas nécessairement et toujours en relation. C'est-à-dire si en réalité, dans toute relation de répression, il y a nécessairement de l'assistance. Je fais exprès de commencer à l'envers. C'est pas simplement que dans toute relation d'assistance, il y a de la répression, c'est que dans toute relation de répression, il y a aussi de l'assistance. Je vais l'expliquer, donc ça c'était, je l'expliquerai assez facilement. Si vous avez vraiment l'exercice d'un pouvoir répressif sur quelqu'un, et vous avez barre sur lui, vous devez aussi assurer sa subsistance. Donc, il y a toujours la nécessité de s'occuper dans la durée des gens sur lesquels on exerce un pouvoir coercitif ou répressif. Et dans l'autre sens, je pense que c'est assez évident que de voir que toute relation d'assistance va de pair avec une répression. Je suis désolé, je donne là les 2 hypothèses principales à ce sujet. La première, c'est que, en fait, dans une relation d'assistance, il y a quand même un régime d'exigence réciproque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, en fait, celui qui est assisté a un pouvoir sur celui qui l'assiste, et celui qui assiste a un pouvoir sur celui qui est assisté. Et donc, il y a, en fait, un affrontement de droits, un affrontement de devoirs et un affrontement de modèles qui tend effectivement à faire que l'exercice des actions de l'un sur l'autre puisse prendre un caractère répressif et pas forcément collaboratif. Ça, c'est la première hypothèse. Je pensais à Simone Veil quand elle explique que les devoirs sont antérieurs aux droits. Vous voyez des choses comme ça. L'autre hypothèse, elle est beaucoup plus classique, mais elle est tout aussi importante. C'est que
il y a une activité, une particularité et une liberté qui habitent en permanence les individus et qui font qu'ils ont, je reste exprès général parce que je n'ai pas de terrain, donc je ne sais pas comment ça va se consigner ensuite avec les autres. Il y a une particularité, une liberté des gens qui fait que, en fait, c'est des normativités qui rentrent nécessairement en conflit parce qu'elles sont singulières. Et donc là aussi, quand on pense le caractère dynamique d'une relation, on arrive nécessairement à une conflictualité. Ça, c'est le premier truc et c'est le plus long que j'avais à dire. C'est peut-être le plus simple. Sur le soi. En fait, vous partez d'une hypothèse de nécessité de protéger le soi à cause des problèmes de désaffiliation à partir de Castel qui peuvent se poser, ou des concepts de De Clercq, je ne sais plus exactement comment il appelle ça. Hein? C'est désaffiliation aussi. D'accord. En fait, la question que je me pose et qui est très simple à poser, c'est est-ce qu'il faut protéger quelque chose alors que ce sont des dynamiques de dissolution qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire, ce n'est pas un soi qui se mettrait en retrait parce qu'il serait fragilisé, c'est plutôt un soi qui a été dissous, ce qui fait qu'il n'existe plus en réalité, et où l'assistance ne devrait donc pas protéger un reste ou un noyau qui serait conservé, mais où l'assistance devrait avoir une activité reconstituante. Ce qui est très important là-dedans, c'est de voir que si, par exemple, les SDF connaissent la honte, le dégoût, l'impuissance, et donc se retirent du social, ou s'ils ont des difficultés dans leur rapport à eux-mêmes, ça veut dire que le soi se construit par relation. Puis le problème, il est d'abord relationnel. Et donc le paradoxe, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait partir du soi? Est-ce qu'il faudrait mieux pas partir de la relation, vous voyez? Puisque je crois que c'est là vraiment une dissolution du soi qui peut être en jeu. Bon, je passe sur le reste. Alors, après la mixité entre assistance et répression, après le problème du soi qui est plutôt détruit qu'en retrait, ou détruit, fragilisé, il y a effectivement la question de comment définir la protection. En fait, modeste proposition, mais ça m'a beaucoup intéressé l'idée de protection de soi. Alors, ce n'est pas le souci de soi à la Foucault, bon, on laisse tomber le souci, mais on peut se dire que c'est quoi la différence entre sécurité et protection, par exemple? La sécurité, c'est ce qui, en gros, d'après Foucault d'ailleurs, mais pas le même, en tout cas pas celui de la même époque, qui garantit des conditions continues d'action dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que quand il y a un lieu qui est sécurisé, je peux le traverser en long, en large et en travers, autant de temps que je le veux, et il ne m'arrivera rien. Par exemple, la pelouse au milieu de l'hôpital. La protection, il me semble que ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas une continuité d'action possible, c'est un espace-temps de réserve qui permet de ne pas avoir à réagir face aux événements particuliers. Je dis bien un espace-temps de réserve. C'est-à-dire que contrairement à la sécurité qui garantit une espèce de continuité permanente, le propre de la protection, c'est d'être à la fois réel et limité. Le mieux, c'est de l'expliquer avec un manteau quand il pleut. En fait, on sait combien de temps le manteau va tenir, suivant la force de la pluie et la qualité du manteau. Donc, ça permet juste de savoir qu'on ne va pas devoir réagir tout de suite au fait d'être trempé par l'eau. On sait qu'on a une petite réserve. Donc, est-ce que la protection par rapport au SDF, ça serait ça? Pourquoi est-ce que ça devrait l'être? Et encore une fois, je ne fais qu'évoquer le concept, on verra s'il revient dans la conversation. Je pense qu'il faudrait peut-être réutiliser des concepts cliniques comme ceux de Goldstein, c'est-à-dire la réaction catastrophique. Ce que permet la protection, c'est de ne pas être dans un état catastrophé. C'est de ne pas avoir peur de ce qui vient immédiatement, vous voyez? Et bon, je passe sur ça, mais on pourra en parler. La question, c'est de savoir du coup s'il faut plutôt soigner le milieu des personnes ou s'il faut soigner les personnes, pour le dire vite, et si permettre aux personnes de se reconstituer un soi
Ça consiste à faire comme une espèce de chambre de malade ou d'établissement protecteur. Vous avez des murs autour de vous, vous êtes protégés s'il pleut. Mais en même temps, vous vous mettez vite à stagner, on se met vite à stagner, donc il faut penser le rapport entre protection et liberté, très classiquement, c'est-à-dire entre protection et exploration. Je serai très rapide sur le dernier point, j'étais un peu confus sur le précédent. Le dernier point, c'est sur la manière de caractériser les SDF. Vous avez, je pense, une très très bonne hypothèse, je ne sais pas si elle est partagée dans la recherche sur les SDF, avec les questions de mise en circulation et d'arrêt. Je me demande, c'est très difficile à définir ce que c'est un clochard ou un SDF. Alors on peut tenter d'en faire une typologie, mais je pense que c'est assez vain. On peut peut-être se demander quels sont les problèmes que la société pose aux SDF. Et les problèmes que la société pose aux SDF ne sont, même en termes de subjectivation ou de subjectivité, pas les mêmes suivant qu'on les empêche de bouger ou suivant qu'on les oblige à bouger. Ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'une analyse strictement nominale et philosophique, je ne sais pas ce que vous en penserez, me paraît nécessaire. C'est-à-dire que le terme de précarité, le terme de fragilité, le terme de faiblesse ne veulent pas dire la même chose et on n'a pas vraiment de terme en fait pour caractériser ce qui touche les SDF. La précarité, je ne pense pas que ça s'applique aux SDF puisque ça a avant tout une origine sociale. Précarité, ça vient du droit latin. Et c'est pour ça que dans les langues allemandes notamment, et anglaises, il n'y a pas le terme de précarité. Il y a le terme d'insécurité, le terme de précarité est apparu dans les années 70-80 dans ces langues-là. Parce qu'au départ, c'est du droit romain. Je me permets d'être un peu précis ici parce que ça me paraît avoir une portée générale très importante pour toutes les recherches qui sont faites en philosophie sociale. Le précarius romain, c'est celui qui peut cultiver un terrain tant qu'on lui prête. C'est un système de fermage, mais basé sur des délais arbitraires. Donc la précarité désigne non pas une insécurité de manière générale, mais la possibilité d'être interrompu à tout moment. C'est ça la précarité, pour des causes sociales. La question c'est, est-ce que ça correspond aux SDF? Est-ce que ça a un sens de les appeler grands précaires dans ce cadre-là? Je ne pense pas, parce que le problème des SDF n'est pas un problème d'interruption. Est-ce qu'on doit dire qu'ils sont fragiles? Fragile, c'est ce qui se brise facilement. Je pense que non, parce qu'un des problèmes que posent les SDF, c'est justement leur endurance et leur résistance. Et si on dit que les SDF sont faibles, c'est pareil, ce qui est faible, c'est ce qui peut être éteint. Une flamme qui s'affaiblit, vous voyez, c'est ce qui peut s'éteindre facilement. Et là encore, les SDF, c'est pas ce problème. Donc la question à se poser, c'est quel est l'adjectif ou comment caractériser spécifiquement ça. Et je pense que vous avez des pistes de recherche pour y voir un peu clair. Voilà. Merci. Une proposition. Je vous ai vu réagir toutes les deux, je sais pas qui veut. Bon, alors moi, j'ai pas fait mes devoirs en avance. J'ai fait mes devoirs et je vais parler plutôt en termes de ce à quoi ce que vous avez dit me fait référence dans mes travaux sur les SDF, justement. Et donc, du coup, bon, il va y avoir, vous allez avoir ça ne sera pas qu'une impression, un peu de désordre, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a un peu des différents éléments qui m'ont interpellée, sur lesquels je voudrais revenir, et puis de manière plus ou moins importante, mais en même temps, enfin, plus ou moins importante pour moi, étant entendu évidemment que ce qui est important pour moi n'est pas nécessairement pour vous. Donc évidemment, vous faites absolument ce que vous voulez de ce que je vous dis. Il y avait juste par rapport à peut-être au caractère neutre de l'assistance dont vous avez parlé. Je ne suis pas certaine d'entendre la même chose que vous quand vous parlez de neutre, au sens où il y a certainement un sens philosophique qui m'échappe. Mais juste pour rappeler que l'assistance, selon Siebel, elle est toujours stigmatisante. Et les assistés sont toujours des stigmatisés.
Donc en ce sens, enfin, en ayant à l'esprit ce sens-là et ces notions-là, que du coup j'entends la question de la neutralité comme m'interrogeant, mais encore une fois, c'est peut-être pas du tout ce que vous vouliez dire. Donc voilà, je ne sais pas. Un autre élément par rapport à l'assistance, là je vous rejoindrai par rapport à l'assistance et à la répression, même si je vais parler tout à fait sur le même terrain, mais sur la même manière de l'exposer, mais dans l'assistance, dans l'acte même d'assister au sens, par exemple, héberger, accueillir dans un accueil de jour, etc., il y a aussi des actions de répression, au sens où, par exemple, il peut y avoir des punitions si on n'a pas respecté les règles. Une des punitions essentielles étant l'éviction du lieu, donc soit du lieu d'accueil de jour, soit du centre d'hébergement, de manière plus ou moins durable, parce qu'en plus c'est possiblement très, comment on va dire, très légiféré en interne, dans un règlement interne, donc je ne sais pas, rentrer avec de l'alcool dans le lieu de jour, c'est passible de X jours d'éviction, par exemple. Donc il y a, voilà, la répression, la répression ou punition, elle est quand même là, indépendamment donc d'une loi qui punit la mendicité ou le vagabondage ou la déambulation en état d'alcoolisation dans l'espace public, par exemple. Donc, indépendamment même de l'existence ou pas de ces pratiques. Donc évidemment, ça a des incidences sur tout un aspect qui vous intéresse de que font, quelles relations entretiennent les personnes à la rue avec les diverses institutions qui vont les accueillir de manière plus ou moins durable et de manière plus ou moins suite à une coercition plus ou moins évidente. Alors la coercition maintenant pour, on va dire, être obligé d'aller dans un centre d'hébergement d'urgence et être obligé par du personnel qui va vous obliger à le faire, comme c'était le cas avant que n'existe plus la loi de 94, donc typiquement à Paris par exemple avec les brigades d'aide aux personnes sans abri, brigade quand même de la préfecture de police, et qui, même si c'était des volontaires, qui étaient donc les personnes qui étaient dévolues à l'activité de prendre dans leur car les SDF et les emmener à Nanterre. Donc là, il y avait une possibilité d'obliger les dits SDF à monter dans le bus et à être emmenés à Nanterre. Mais on voit bien qu'avec cette possibilité-là de le faire, elle était possible jusqu'en 1994, mais déjà avant qu'il y ait eu l'abrogation du délit de vagabondage, on était déjà plus, possiblement, ça dépendait un peu des fois et des personnes, mais on était déjà dans un système de négociation. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré de nombreux SDF qui s'organisaient pour fuir la dite LAPSA quand ils ne voulaient pas y aller, mais qui pouvaient tout aussi bien s'organiser pour se mettre sur le trajet des cars de la dite LAPSA pour être sûr d'être emmenés. Et d'ailleurs, ils n'allaient pas résister à ce qu'on les emmène. Néanmoins, j'ai aussi entendu beaucoup de témoignages sur le fait d'essayer d'échapper à la LAPSA et de ne pas avoir réussi à y échapper parce que, je ne sais pas, on est tombé, bref, et donc on a été rattrapé, ou qu'on ne marchait pas assez vite, enfin, X possibilités.
Donc ça, c'est même dans un espace répressif autorisé, il y a aussi une manière d'utiliser ou pas l'espace en question pour avoir un toit sur sa tête X jours. Et je souligne quand même que j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui avaient passé soit au CHAPSA, soit qui est le centre d'hébergement d'urgence où on amenait via la CHAPSA les personnes ramassées dans Paris, soit dans d'autres centres d'hébergement d'urgence divers, privés ou de la ville de Paris. Donc, qui dit centre d'hébergement d'urgence dit une nuit, 2 nuits, etc. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le 115, hein, donc les gens arrivaient autrement, et parfois en faisant la queue à la porte de l'institution. Hein. Mais en tout cas, ces centres d'hébergement d'urgence qui étaient là pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits maximum, moi j'ai rencontré des personnes qui ont vécu là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous voyez, alors peut-être pas non-stop, mais beaucoup. Donc, ça croise ce qui vous intéresse sur, je ne sais plus comment vous l'appelez, mais sur à la fois les mécanismes de survie et l'utilisation des institutions. C'est-à-dire comment, en fait, moi ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est comment les personnes à la rue vont installer un système de survie, étant entendu que je considère que vivre à la rue est une situation extrême qui donc met les personnes dans la nécessité d'y faire face et donc de mettre en place des systèmes dits de survie, c'est-à-dire donc qu'ils sont avec toute la précarité que ça suppose, et les systèmes de survie mis en place ont pour propriété d'être des tactiques de survie. Donc qui dit tactique par opposition à stratégie, les tactiques, elles sont... on ne maîtrise pas tous les éléments qui permettent de mettre en place les tactiques de survie. C'est une stratégie du faible, c'est celui qui ne peut pas mettre en place une stratégie sur le long terme et autour de laquelle on peut réfléchir avec ses tenants, ses aboutissants et l'organisation qui va permettre que la stratégie puisse permettre d'accéder à un ou plusieurs objectifs. Donc là, il s'agit de tactique, et tactique parce que les personnes ne maîtrisent pas ce qui existe autour d'elles pour leur permettre de survivre. Donc pour survivre, par exemple, il faut manger. Mais les SDF ne maîtrisent pas les horaires d'ouverture des points de distribution, ni même d'ailleurs l'existence des points de distribution alimentaire. Il faut un toit sur sa tête, ils ne maîtrisent pas la possibilité d'avoir un toit sur leur tête plus d'une nuit, etc. Donc il faut mettre en place des tactiques de survie, et lorsque les tactiques de survie, parce qu'il peut arriver qu'elles soient mises en place et qu'elles puissent être plus ou moins pérennes, avec possiblement des aménagements à la marge, essentiellement liés au fait que les institutions apparaissent, disparaissent, changent de définition, changent de lieu, ouvrent, ferment, de manière provisoire ou définitive, c'est les vacances, il n'y a plus de financement, ou que sais-je. Eh bien, ces tactiques mises en place, autant que faire se peut, la personne à la rue va essayer de la maintenir, de pouvoir survivre avec ces tactiques. Et donc, ça les met en situation d'entretenir des relations que j'ai appelées à éclipse avec les institutions auprès desquelles elles vont trouver les éléments nécessaires à leur survie. Et jusque-y compris les institutions qui les soignent, qui vont s'occuper de leur corps. Étant entendu que, pour moi, et ça va croiser ce qui a été dit ce matin, le corps, dans ces situations extrêmes, c'est la dernière surface d'interpellation qui va faire réagir le social et plus spécifiquement l'espace le médical. Donc ce qui prend en charge le corps.
et sa santé. Donc pour moi, c'est vraiment la dernière surface d'interpellation. Donc ça peut effectivement passer par le corps que de demander quelque chose. Et on voit que dans un espèce de... je ne sais pas si c'est un retour, une réponse, je ne sais pas. La pérennisation d'un certain nombre d'institutions qui viennent en aide aux personnes à la rue passe aussi par la prise en charge du corps souffrant des personnes, donc en l'occurrence des SDF, mais ça peut être d'autres populations, ça peut marcher en prison aussi. Donc il y a un certain nombre d'institutions, ou peut-être des institutions, CHRS, lieu d'accueil de jour, etc., qui peuvent voir pérenniser leur activité, qui peuvent voir pérenniser la présence de professionnels par ce que certains sociologues appellent la sanitarisation du social, oui, toute cette idée qu'on va prendre en charge des questions sanitaires de santé. Bon, je ne vais peut-être pas monopoliser trop la parole. J'ai encore 5 minutes. Donc voilà, ça et donc moi ça me paraissait important pour parler de ce que vous appelez protection de soi, survie. Voilà, moi ça me fait penser à ça, le corps comme dernière surface d'interpellation. Typiquement d'ailleurs, la création du SAMU social, elle s'est, de mon point de vue, en partie, elle s'est faite là-dessus. C'est-à-dire sur le fait qu'on allait mettre en place des maraudes de professionnels avec des professionnels du sanitaire et du social, mais d'abord des professionnels du sanitaire. Et c'est intéressant de voir là où le social, semble-t-il, était en perte de financement, de financement et on va dire de légitimité dans leur action, en introduisant la question du corps, de la santé, on introduit d'autres professionnels et il y a une forme de relégitimation de l'intervention en direction des personnes à la rue. Donc avec une légitimation du sanitaire et du social. Ce qui est assez drôle quand on pense à la construction de la profession d'assistante sociale, dont les ancêtres sont les visiteuses à domicile qui étaient du personnel féminin, bien entendu, qui était en fait du personnel infirmier, encadré par des médecins. Donc je trouve ça assez intéressant de voir ça. Et dernière chose, parce que ça aussi, ça m'avait beaucoup intéressé dans mes travaux et ça m'a intéressé dans ce dont vous avez parlé, c'est sur l'obligation de circulation et sur le fait que les SDF peuvent être installés dans l'espace public et que maintenant il y a cette injonction à ne pas être installés. En fait, c'est tout un aspect que j'avais travaillé sur la privatisation des espaces publics. Comment, en fait, il y a juste besoin de regarder autour de soi, comment des espaces officiellement et légalement publics, comme par exemple un banc dans un square, peut être privatisé par des personnes qui donc vivent sur le dit banc, au point d'ailleurs que les habitués du quartier peuvent très bien ne jamais utiliser ce banc, même si son habitant légitime n'est pas là. Donc il y a cette notion d'espace public privé, c'est aussi l'espace public privatisé et privatisable. Et ce qui donne aussi des informations sur à la fois le partage des lieux, mais l'interconnaissance aussi entre
habitants d'un quartier, qu'ils aient un toit sur leur tête ou qu'ils n'en aient pas. En fait, et ça met à mal, bien sûr, cette idée que être à la rue veut dire être vagabond, parce que vagabond, ça veut dire on circule. En vérité, les gens ne circulent pas autant que ça, puisque ça fait partie de leur système de survie aussi, que d'être dans un espace où ils sont repérés et repérables. Ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, puisque ils vont pouvoir avoir des ressources un peu plus assurées pour leur survie s'ils sont connus et reconnus dans un lieu, des marches du métro ou leur quartier, ou un feu rouge ou je ne sais pas quoi. S'ils sont connus donc, ou reconnus dans un lieu, ça permettra donc d'assurer mieux leur survie, alors même que ça montre qu'ils sont à la rue, à un public qui est peut-être leur public, mais qui sait qu'ils sont à la rue. Donc ils sont stigmatisés comme étant à la rue, mais en même temps, puisque c'est notre SDF de proximité, on peut être amené à lui donner des subsides plus facilement. Moi j'ai vu des personnes qui recevaient de la part des habitants du quartier des plats préparés de manière tout à fait régulière. Bon, donc voilà. Merci à vous en tout cas. Merci. On fait les titres et après, comme ça je peux refaire les Merci beaucoup. Avant de commencer, je ferai juste un petit propos liminaire pour remercier vraiment l'espace éthique d'Île-de-France pour cet accueil et puis pour cette rencontre avec les doctorants. Je pense que c'est très fructueux pour tout le monde et donc voilà, c'est une initiative vraiment à saluer et grand merci pour m'avoir invité à cette table. Alors, on a affaire, moi j'avais le plaisir avec Stéphane Zigart de participer au jury qui a accordé une très belle évaluation au travail de master qui a été fait. Et donc je ne vais pas revenir complètement sur les choses que j'ai eu l'occasion de dire, même si elles vont nous servir un peu de point d'appui, et je vais prendre le top pour ne pas être trop long. Alors on a affaire à un travail qui évidemment prend des risques, parce que c'est un travail qui, d'emblée, dès le travail de master, est un travail qui fait le pari de l'interdisciplinarité. Donc on est dans la philosophie évidemment de plein pied, et puis il y a de la sociologie, et puis on s'est payé le luxe d'aller aussi voir du côté du territoire des historiens, ce qui fait effectivement beaucoup, ce qui rend l'exercice difficile avec une prise de risque maximum, le corpus, comment je définis mon corpus, les archives, comment je travaille les archives, problème qui risque de se reposer puisque la thèse promet elle aussi d'être à la croisée de la philosophie et de la sociologie, si j'ai bien compris. Donc vous n'en êtes qu'au début de vos peines. Alors ça m'amène à une première petite réflexion et peut-être un élément de discussion. Moi je suis un peu embarrassé par le caractère très globalisant de la catégorie sans-abri. C'était déjà le cas dans le travail, et ça, je ne voudrais pas que ça soit encore le cas peut-être dans la thèse. Il y a des sans-abri. C'est une population extrêmement polymorphe. Certains travaillent. Je crois que, alors j'ai des statistiques qui sont anciennes, mais ils n'étaient pas loin d'être 25%, voire 30% autour de 2010 à travailler, tout en étant à la rue. Il y a des familles avec enfants, il y en a pour lesquelles il y a aussi une problématique liée à leur... Ils viennent de l'étranger, ils sont des migrants. Bon, donc c'est très compliqué, c'est une population très composite, et par conséquent, c'est tout un ensemble de problématiques qui sont enchevêtrées. Et là, on ne les voit pas, je trouve qu'il y a un côté, on ne voit pas la chair du social. Et bah, pour un sociologue, c'est quand même un petit peu, c'est un petit regret, c'est un petit peu gênant. Alors, autre point qui là aussi traduit peut-être le fait qu'il y a du boulot à faire pour faire collaborer sociologie et philosophie, mais c'est un faux chantier pour la thèse, justement. Moi, j'ai un certain embarras, mais voilà, on en a déjà parlé, donc j'avance très tranquillement. J'ai un certain embarras avec cette opposition, assistance, répression, et la démonstration selon laquelle elles sont
ce sont des catégories qui sont essentiellement contradictoires, antagonistes, et entre lesquelles il y aurait cette non-miscibilité, cette incapacité, cette impossibilité, comme l'huile et l'eau, de les mélanger. Parce que peut-être que c'est conceptuellement pertinent, et je veux bien reconnaître que, encore fallait-il le montrer, et vous l'avez très bien fait, mais quel est l'intérêt, au fond, de cette épure conceptuelle? Je m'explique, historiquement, ces dispositifs-là sont enchevêtrés. Ils l'ont toujours été. Et leur combinaison, alors selon des modalités, des pondérations variables, mais il y a tout un ensemble de travaux qui l'ont montré, c'est la potence et la pitié, pour reprendre le titre d'un célèbre travail d'un historien dans les années 80. On est dans le registre de la potence et de la pitié. Donc voilà, j'ai un peu de mal à saisir l'intérêt heuristique de cette conceptualisation, là. Alors, au terme du travail, au moment de passer du master vers la thèse, vous restez avec cette opposition assistance-répression, et vous mettez la focale, si j'ai bien compris, sur l'assistance, avec au fond le projet de concevoir ou de discuter d'une assistance pure, d'une certaine façon, qui serait expurgée de toute perspective répressive. Alors c'est un beau projet, et c'est celui qui va si j'ai bien compris les choses, qui va vous mobiliser, et vous partez avec une question de départ, au fond, qui est de savoir en quoi les sans-abri sont-ils amenés à se protéger de l'assistance, qui est, a priori, qui a vocation à leur venir en aide et à les protéger, justement. Vous tentez, en posant cette question-là, de vous interroger plus globalement sur l'assistance, et même, dites-vous, sur l'état social, dans ce qui est un formidable projet. Alors, ce projet appelle un certain nombre de petites remarques que je voudrais vous faire, d'invitation à la lecture ou à la réflexion. Vous prenez acte de la montée en puissance d'un nouveau paradigme, celui par lequel vous avez terminé tout à l'heure, le paradigme de la souffrance, je crois. Le paradigme de la souffrance qui est adossé à une nouvelle économie morale qui s'est épanouie dans les années 1990. Et donc, c'est la montée en puissance de la compassion, qui n'est autre que la forme finalement démocratique de la pitié. Dans le monde commun démocratique, la compassion remplace la pitié. Bon. Et vous constatez que cette compassion, et c'est vrai, alimente désormais l'action publique. Elle le fait sous la forme, vous l'avez évoqué, du gouvernement humanitaire, pour parler comme Fassin, ou des formes d'urgence sociale. Bon. Et c'est là le cœur de la thèse. Et pour moi, il y a un petit point, une petite ambiguïté qu'il faudrait lever, c'est sur le périmètre de ce que vous avez appelé l'assistance. Parce que pour moi, l'assistance, ce n'est pas l'urgence sociale. En sociologie des politiques sociales, l'assistance, qu'on appelle d'ailleurs plus ainsi parce que le terme est un peu connoté, on appelle ça l'aide sociale, l'assistance, ça renvoie à un ensemble de prestations légales, non contributives, qui sont conditionnelles, conditions de ressources, de toutes sortes, qui sont de plus en plus assorties parfois d'une contrepartie, d'une exigence de réciprocité, etc., et qui sont sollicitées par les bénéficiaires. S'agissant de l'urgence sociale, et il me semble, sans en connaître vraiment les interventions, mais il me semble que le salut social relève de justement de ce modèle-là, s'agissant de l'urgence sociale, c'est autre chose qui se passe, c'est une autre logique. Et cette logique-là, elle a été étudiée de près, et je vous invite vraiment à regarder ces travaux, les travaux d'Édouard Gardella et de Daniel Seyfal, et notamment le dernier bouquin d'Édouard Gardella, dont je dirais un mot que je n'ai pas lu, j'ai lu une recension, donc je ne vais pas m'avancer beaucoup, mais qui me semble vraiment être en ligne, être en phase avec votre travail. Ce qu'ils disent, Gardella et Seyfal, c'est que l'urgence sociale, elle est justement inconditionnelle, ce qui nous fait sortir complètement du périmètre de l'assistance. On n'est pas du tout dans l'assistance. Donc, l'utilisation de cette catégorie d'assistance, moi, me semble-t-il gênant, et doit être un peu retravaillée, ciselée autrement. D'autre part, cette urgence sociale, elle répond à un besoin, d'où les maraudes. On est dans ce qu'ils appellent, je crois, l'aller vers. Donc, il ne s'agit pas de répondre à une demande, on va au-devant du problème. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Et Gardella et Seyfal posent des questions qui, me semble-t-il, rejoignent vraiment les vôtres, puisqu'ils se demandent, au fond, est-ce qu'on peut concevoir une compassion qui soit respectueuse de l'autonomie des individus?
respectueuse de l'autonomie de choix, de l'autonomie de décision, qui soit compatible avec une relation de service qui précisément respecte cette autonomie-là. La question qui se pose, et je crois que, alors, oui, le dernier bouquin de Gardner, celui dont je n'ai lu que la recension, donc je serai, s'appelle La solidarité individualiste, et le sous-titre est tout à fait intéressant, vous le connaissez peut-être, ça s'appelle L'assistance moderne aux sans-abri et ses pathologies. Ça vient de sortir fin 2023, me semble-t-il. Donc on est véritablement au cœur de votre propos, et la question qu'il travaille, c'est une question fondamentale, me semble-t-il, pour vous, c'est la question de savoir, finalement, comment accéder à l'autonomie dans le cadre d'une relation d'aide qui est par essence asymétrique, qui est une relation de dépendance, qui est la relation d'assistance. Je pense que cette question-là est très largement la vôtre. Je surveille le temps qui m'est imparti. Je voudrais poursuivre et terminer par 2-3 remarques sur la protection de soi, votre entrée conceptuelle. Alors, ça me gêne un peu, alors, pardon de placer mon intervention un peu sous le signe de l'embarras, mais j'ai un petit embarras, une petite gêne par rapport à cette idée, d'abord parce que c'est une conceptualisation a priori, c'est-à-dire que vous rentrez dans le travail avec un concept, ce qui, moi, me dérange un peu. Le concept doit venir à la fin pour essayer d'être le concentré d'intelligibilité qui va rendre compte de votre trajectoire et de vos résultats. Là, vous partez armé de ce concept, ce qui est une manière en même temps peut-être de vous ficeler le cerveau et de limiter, de contenir, de contraindre la réflexion, ce qui est un petit peu dommage. Et alors, s'agissant de protection, quand en sociologie, on songe tout de suite à Robert Castel. Robert Castel a écrit en 2003 un petit livre. Il a la vertu aussi non seulement d'être intelligent et bien écrit, mais d'être petit. Ce qui est toujours un avantage, parce que lire un livre, c'est choisir ce qu'on ne va pas lire. Donc, en l'occurrence, vous pouvez en choisir d'en lire 2, parce qu'il est petit. Et ça s'appelle L'insécurité sociale, et le sous-titre, c'est Qu'est-ce qu'être protégé? Donc, je vous invite, c'est à la République des idées, à regarder ce petit livre où Castel dit que, au fond, nos sociétés se sont construites autour d'un double pacte, d'une certaine façon, un pacte social et un pacte civil, mettant en combinaison un état de droit et un état social pour construire une société de semblables. Or, cette société de semblables, ce double pacte civil-social aujourd'hui s'effrite. Et donc, la question est de savoir comment reconstruire les protections, avec la difficulté qu'il s'agit de construire les protections d'après les protections, et qu'il s'agit de reconstruire les protections dans une société qui est de plus en plus une société singulariste, une société d'individus, ce qui pose la question de savoir quel est le noyau des protections à garantir et où s'arrête, où commence et où s'arrêtent les protections qu'il faut garantir. Bon. Et dans le droit fil de Castel, Castel travaille autour de la notion de support, qui a été par la suite développée par Danilo Martuccelli, qui est un autre sociologue qui a élargi, qui a donné un peu plus de volume à cette notion de support. La notion de support, c'est une notion qui permet de se dégager de la fiction de l'individu indépendant. L'individu qui se tient de l'intérieur. Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être. Foutaise. Foutaise, nous sommes tenus de l'extérieur. Nous sommes tenus de l'extérieur par tout un ensemble de supports, plus ou moins avouables, plus ou moins licites. Une addiction, par exemple, relève de ces supports, et Martuccelli fait, justement, dans un bouquin qui s'appelle Grammaire de l'individu, ce livre a une analyse, une mise en forme de ces supports sociaux. Et pour travailler sur les protections, je pense qu'il serait peut-être judicieux d'aller voir de ce côté-là. Je crois que ma collègue Vanessa Stettinger a travaillé justement à la transposition de cette notion de support au cas des sans-abri. Donc ce serait peut-être pas mal d'aller regarder ses réflexions. Et puis je termine d'un mot par... et je suis à peu près... j'étais passé un petit peu. D'un mot... sur une réflexion comme ça, mais je ne suis pas philosophe, donc là je prends moi aussi, et c'est pour vous rejoindre et vous donner la main de ce point de vue-là, je prends tous les risques. L'idée d'une assistance sans contrainte, l'idée d'une assistance dans le respect de la personne, de son identité, de ses réseaux sociaux, de ses choix de vie, puisque ce sont les items que vous choisissez d'approfondir, dans le respect de l'autonomie, sans exigence spécifique. C'est très bien, ça renvoie, me semble-t-il, au projet qui a été
identifié, défini, décrit par un philosophe israélien qui s'appelle Margalit, Avishai Margalit. C'est le projet d'une société décente, une société qui n'humilie pas, une société qui respecte. Et qui respecte en particulier, encore une fois, le libre choix de chacun, les identités, etc., et qui, justement, se fait fort de ne pas faire subir d'humiliation. Et il me semble que la conception que vous avez idéale de l'assistance, celle peut-être que vous voudriez découvrir, mettre au jour, ou à l'aune de laquelle vous allez critiquer les dispositifs existants, il me semble qu'elle est en résonance avec cette conception de la société décente. Et je m'interroge à savoir si ce n'est pas finalement un projet, au fond, très modeste. Un projet très modeste qui est très loin, en tout cas, du projet émancipateur qui était celui de la société juste. Puisque Margalit veut prendre ses distances par rapport à Rawls. Et donc, il me semble que voilà, il y a peut-être une modestie du projet qui mérite d'être questionnée. Je m'arrête là. Je suis désolé. Merci beaucoup. Si vous voulez bien. Ça va être à l'exercice. C'est à mon tour de me prêter à l'exercice. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je vais plus partir un peu d'une pratique de terrain, parce que je suis ni sociologue, ni philosophe, enfin voilà, je suis éducatrice spécialisée de formation. Et en lisant le texte que Juliette nous a présenté, parce qu'elle nous l'a donné en amont pour qu'on puisse un peu étudier, j'ai fait carrément même un parallèle avec je vais utiliser un mot un peu barbare, mais la gestion des personnes usagères de drogue. Parce qu'en fait, on se retrouve exactement dans la même approche, en tout cas. Depuis la loi de 70, les personnes usagères de drogue sont soit considérées comme délinquantes, donc du coup elles doivent aller en prison parce qu'elles font des choses qui font des manquements à la loi, ou alors elles sont considérées comme malades parce que dépendantes à une substance, et donc du coup elles doivent être aidées justement d'un point de vue sanitaire. Donc en lisant en tout cas le texte sur les personnes sans domicile fixe, j'ai assez facilement fait ce rapprochement. Et la même question s'est posée sur une scission vraiment entre le système répressif et le système d'assistanat. Parce que, par exemple, pour les personnes usagères de drogue, on va le cadre légal, quand elles sont justement définies comme malades, peut leur imposer des soins. Et donc du coup, là je me suis retrouvée un peu en difficulté face à cette scission franche de répression qui vient du cadre législatif. Du coup, on impose, mais aussi une insistance parce qu'on impose des soins. Donc voilà un peu la difficulté dans laquelle je me suis trouvée. Je rejoins un peu aussi cette catégorisation du SDF dans ton écrit. Pardon, je suis très familière avec Juliette, c'est ma collègue, donc du coup je vais tutoyer. Mais dans ton écrit, il y a aussi, tu parles tout le temps du vagabond. Donc quand on parle de vagabond, on imagine un homme d'un certain âge qui a un parcours de rue assez fort derrière lui. Et du coup, je me retrouve dans la même difficulté que vous, c'est-à-dire quid des familles, quid des femmes, quid du public migrant, quid des personnes qui migrent aussi pour des raisons écologiques, pour des raisons de guerre, pour des raisons... Enfin voilà, le public, je vais parler du SAMU aussi parce que je bosse au SAMU, le public du SAMU il est très 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 large et on peut le voir aussi dans les différents types d'accompagnement qu'on peut proposer. On a des centres d'hébergement pour famille, on a des centres d'hébergement pour personnes justement avec des difficultés médicales, enfin voilà, donc du coup j'ai un peu du mal avec ce terme justement de vagabond ou de SDF qui pour moi oriente vers un seul type de personnes qu'on pourrait accompagner. Donc voilà. En ce qui concerne aussi tout ce qui est la mise en circulation que tu as pu mettre en avant, je vais encore utiliser le terme de gestion des personnes sans domicile fixe.
Ça fait maintenant un petit moment, je ne sais plus vraiment les dates exactes, mais que le parcours de la personne sans domicile fixe, quand elle arrive, en tout cas dans l'assistance, est géré par l'appel au 115, par une plateforme qui va orienter vers un centre d'hébergement d'urgence, qui ensuite, la personne concernée par la situation de rue va être amenée à rencontrer un travailleur social qui va lui faire une fiche sur un dossier qui s'appelle le SIS-IAO, qui va faire des préconisations pour pouvoir être orienté vers un... Donc, en fait, on se rend compte que cette mise en circulation, elle est quand même assez contenue par beaucoup de choses. Et ça nécessite aussi que les personnes soient aptes à aller voir les bonnes personnes, et donc du coup que l'assistance peut aussi rendre dépendante la personne. On parlait d'autonomie ce matin, et donc du coup qu'il y a aussi ce système de dépendance qui se crée, en tout cas d'un point de vue de l'assistance, et certaines personnes justement se protègent via cette dépendance, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, et donc du coup ça va avec la suite de ce que tu pouvais proposer. Et en même temps, il y a aussi, donc là je vais refaire appel à mes expériences avec les usagers de drogue. Quand on a connu par exemple l'évacuation de la porte de la Chapelle avec la colline du crack, là on s'est bien rendu compte qu'il y avait un système répressif qui était mis en place, et que c'était la police qui intervenait sur cet espace-là parce qu'il y avait un problème de santé et un problème de forte population qui était concentrée à cet endroit-là. Mais il y a quand même eu des possibilités d'hébergement derrière. Donc pareil, on se retrouve encore dans un truc qui mêle répression, assistance et justement cette mise en circulation, comment est-ce qu'on la gère, comment est-ce qu'on la gère pas, est-ce qu'ils sont visibles dans l'espace public, est-ce qu'ils sont pas visibles dans l'espace public, parce qu'en fait le fait d'avoir libéré entre guillemets la colline du crack, les personnes sont revenues à Stalingrad, et donc du coup revisibles dans Paris, revisibles dans l'espace public. Enfin voilà, il y a plein de choses en tout cas qui se sont faites à ce moment-là. Après, les populations ont encore été déplacées dans le jardin des Halles, qui est quand même un jardin familial à la base. Enfin voilà, donc on voit vraiment cette gestion de parcours en tout cas des personnes. On a parlé aussi des structures, et là je vais être un peu, je vais t'orienter sur mon objet d'étude favori, c'est-à-dire qui est la loi de 2002, avec ses projets d'établissement, ses règlements intérieurs, ses contractualisations, son injonction de projection de la part des personnes, qui sont certes des outils de l'accompagnement qui nous aident, nous, en tant que travailleurs sociaux, mais qui viennent aussi encadrer, d'une certaine façon, l'accompagnement des personnes, et qui viennent poser un cadre, du coup. Je pense notamment, comme vous parliez tout à l'heure, du fait de rentrer avec de l'alcool, avec une bouteille d'alcool qui peut être susceptible de faire en sorte que la personne ne soit pas accueillie pendant 3 jours. Plusieurs fois, en tout cas dans ma pratique, les responsables de site demandaient quel est le tableau des sanctions, justement face à une action. Alors il y avait pas vraiment enfin c'est aussi pour se protéger en tant qu'agent. Enfin voilà, il y a aussi des choses qui se posent de ce côté-là. Mais donc du coup, comment est-ce que l'assistance peut aussi être répressive? Enfin, il y a aussi cette chose qui peut se mettre en place, et surtout, je t'attirerai aussi peut-être sur la notion de temporalité des personnes qui vivent en rue. Moi, je sais que c'est un sujet qui m'a beaucoup animée pendant un temps, sur justement combien de temps est-ce qu'on reste dans une structure, est-ce que ça ne nous protège pas d'être dans une structure parce que justement on se sent encadré, ça nous remet un cadre, on a on a un rythme de vie, peut-être la temporalité sur du temps court est très cyclique, ou alors la temporalité sur du temps long. Je sais que généralement quand on nous demande une logique de projet, on essaye de nous jeter justement sur une logique de temps long, mais peut-être que dans un premier temps il y a une logique de temps court qui doit se mettre en place. Bon voilà, des questions que je te lance un peu comme ça et tu verras ce que tu en fais. Hein. Pareil, je ne détiens pas tout le savoir.
Et après, sur un quatrième temps, je partirai sur les personnes. Et donc, du coup, là, plus sur les logiques de survie ou alors de protection de soi. Du coup, j'aurais envie de, au contraire, mettre en perspective et mettre en lumière les compétences de ces personnes-là, qui ont une assez grosse clairvoyance quand même des fois sur le système, et qui se font du passage de bouche à oreille de certaines choses, qui se font... moi j'y fais comme ça, donc peut-être que toi si tu fais comme ça de la même façon, peut-être que ça va bien se passer. Ah ben non, en fait on n'a pas le même statut, donc du coup ça va peut-être pas pouvoir se passer de la même manière. Mais la protection de soi, elle passe aussi par leurs compétences, est-ce qu'elles ont pu développer, est-ce qu'elles vont pouvoir transmettre justement aux autres personnes. Et de par leurs acquis d'expérience, justement, pouvoir contribuer à cette protection. J'attirerai aussi ton attention sur les non-dits qui peuvent se passer auprès des personnes. C'est-à-dire, il se passe quelque chose dans ma structure, mais je ne vais pas en parler. Parce qu'en fait, par exemple, l'assistante sociale a été raciste envers moi. Je balance ça comme ça, c'est pas vrai, mais voilà. Et donc du coup, je vais pas en parler parce que j'aurais peur de perdre ma place d'hébergement, j'aurais peur qu'on ne m'écoute pas, j'aurais peur de pas mal de choses, et ça, c'est des choses qui ressortent assez régulièrement, en tout cas dans les paroles qu'on a des personnes qu'on accueille. Et donc du coup, ça fait partie aussi de la protection de soi. Enfin, voilà. Et aussi tout ce qui est les non-recours à plein de choses. On parlait justement de l'assistance tout à l'heure, le non-recours au droit parce que je ne sais pas comment faire, je sais pas, enfin voilà, il y a plein de choses en tout cas que je te lance comme ça et tu vois un peu ce que tu en fais. Et donc du coup, j'avais 2-3 petites questions qui restaient en suspens quand on parlait aussi des publics tout à l'heure, des différents publics en tout cas qu'on pouvait rencontrer. J'attire aussi une petite alarme sur le statut de régularisation des personnes, qu'on pourrait mettre du coup aussi au regard de la loi et au regard du cadre, notamment avec ce qui est en train de se passer au regard de la loi immigration actuelle. Comment est-ce qu'on accueille et comment ces personnes se protègent aussi face à ça. Donc ça pourrait être quelque chose aussi que tu pourrais explorer. J'étais pas convaincue de tes terrains. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Parce que là, tu te bases sur 2 trucs qui sont totalement en opposition. Et donc, le LAM, donc, du coup, qui est le lit d'accueil médicalisé, et non pas lit d'accès médicalisé, lit d'accueil médicalisé, qui est un public quand même avec pluripathologie. Généralement, c'est des personnes qui sont assez dépendantes, voire très très dépendantes et autres. Et de l'autre côté, l'hôtel avec des familles, des enfants qui sont très autonomes pour la plupart. Enfin voilà, donc du coup, j'étais pas très convaincue de ça. Peut-être à revoir après. Et aussi, pourquoi pas t'intéresser aussi aux contraintes des agents. Je sais que du coup c'est quelque chose que tu as un peu laissé de côté dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits là-dessus, mais en s'intéressant du coup, comme tu as pu le faire jusqu'à maintenant, à l'histoire des personnes sans domicile fixe, mais peut-être qu'en allant voir justement sur l'histoire du travail social ou alors l'histoire de la médecine ou alors l'histoire aussi de comment est-ce que ça s'est construit, pour voir aussi quels sont les... Enfin, moi j'ai bossé un peu sur les moyens de résistance des travailleurs sociaux. Peut-être que tu peux aller voir aussi là-dedans sur pourquoi est-ce qu'on est ici, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire auprès des personnes, et est-ce qu'on participe vraiment à leur autonomisation, à leur émancipation, enfin voilà. Voilà un peu ce que je pouvais dire, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, et j'ai été assez surprise, c'est juste un petit truc en plus, de voir que les CHRS s'appelaient centre de réadaptation, parce que maintenant le CHRS, le terme est toujours utilisé, et maintenant c'est le centre de réinsertion. Et en fait, je me dis qu'au final, on a gardé le même sigle, alors qu'il y a tout le temps des sigles qui changent tout le temps dans tous les sens, et on s'y retrouve plus. Et en fait, là, il y a quelque chose du coup qui se joue d'un acronyme. Et je me dis, c'est bien dommage qu'on n'ait pas totalement changé du coup. Mais voilà. Merci beaucoup. Communauté, c'est une seule. Ah d'accord.
On vient de vous donner de quoi vous occuper. Ouais. Juliette, voilà les bras bien chargés. Pour répondre à toutes les questions qui ont été posées, parfois par celle de Stéphane, bien sûr. Merci beaucoup. Oups, j'avais pas Merci beaucoup, c'est ultra riche. J'ai pas du tout absorbé. Et c'est hyper enrichissant. Et j'étais vraiment à un moment où je me sentais un peu coincée par. C'est bête parce que quand on a écrit quelque chose, c'est difficile de s'en détacher parce que finalement, en si peu de temps, ça conditionne un peu notre façon de voir. Donc j'avais vraiment besoin de, même si on a déjà eu une soutenance, qui est vrai, de revenir dessus, mais ce sera la dernière fois, je vous le promets. Et du coup, alors pour répondre, je préfère entendre les quatre interventions parce qu'il y a évidemment des choses qui se recoupent. Et j'avais juste 3 petits points parce après on va dépasser le temps. Mais donc évidemment, c'est l'hypothèse de non-miscibilité qui a attiré toutes les foudres, et c'est vrai que je doute dessus depuis des mois, et je pense que je m'en suis en partie détachée, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a aussi que en fait, la non-miscibilité, c'est pas que l'assistance et la répression ne vont pas ensemble, parce que dans les faits, elles sont mêlées, mais c'est que en fait, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur le mouvement, qu'un processus répressif, c'est en plus qu'un processus assistentiel. Et je pense que c'était la non-miscibilité avait plus vocation à parler du territoire d'un dispositif plutôt que est-ce que ce dispositif parce que ce serait complètement faux de dire c'est faux que la répression et l'assistance ne sont pas ensemble dans les faits. Et la non-miscibilité, c'était cette idée de 50-50 en fait, et de 2 outils de même ordre qui, je pense, alors après peut-être que mon étude de thèse me fera me dire qu'en fait pas du tout, l'assistance elle peut autant s'étendre que la répression, mais en fait c'est vraiment cette idée de répartition de mouvements, et en fait ça m'a beaucoup intéressée que vous parliez du mouvement et de cette piste entre fixation fixation et mise en mouvement, parce que je pense qu'il y a quelque chose de la prétention de territoire, il y a quelque chose en fait d'assez spatial, mais bon à voir. Alors après en fait, toutes vos critiques, je suis à peu près d'accord. Et je vais peut-être plus donner des éléments de contexte. Bon, sur la pluridisciplinarité, c'est peut-être ce qui m'embête le plus, parce qu'en fait, c'est pas un choix de me charger, c'est que je n'arrive pas à faire autrement. C'est que c'est impossible, et je pense que c'est pour ça qu'on choisit les études, notamment en IEP, c'est que c'est impossible de me spécialiser quelque part. Je prends philosophie parce que j'ai l'impression de produire quelque chose de plus philosophique qu'autre chose. Mais en fait, mes lectures, elles sont essentiellement sociologiques, et je suis très embêtée parce que je ne sais pas comment faire pour réduire, et j'espère et je pense que ce sera par la réduction du sujet que la réduction des disciplines s'opérera, mais c'est pas prémédité. Et alors, il y a juste une chose, j'ai pas l'idée d'une assistance pure, en fait, parce que je l'ai pas trop développé, mais dans le mémoire, j'avais dit qu'il me semblait que l'assistance, elle avait toujours une dimension coercitive. Et en fait, ce qui m'intéresse encore à l'issue de ces discussions, c'est je ne sais pas si la répression, la punition, la contrainte, c'est les mêmes choses. Et je pense pas que ce soit les mêmes dynamiques. Donc l'assistance, elle n'est pas du tout absoute de toute forme qu'on pourrait juger néfaste. Mais par contre, vous m'avez permis de mieux comprendre le raisonnement de la pureté. En fait, ce raisonnement-là, je l'avais vraiment sur la notion de règle de coercition. Et je sais que c'est quelque chose de très personnel, mais je me suis développée intellectuellement en pensant que le droit c'était neutre et que c'était bien. Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pas si facile que ça. Et je sais que c'est quelque chose en fait de très... c'est beaucoup plus concentré sur la notion de règle que sur la notion d'assistance. Et que c'est je sais pas, c'est une conviction que j'avais sortie de nulle part et qui est de plus en plus démentie par mes recherches. Mais du coup, les lectures que vous m'avez préconisées là-dessus vont beaucoup m'aider. Et puis en fait, ça rejoint ce que tu disais par rapport au cadre, par rapport à la règle, au règlement, aux sanctions, et en fait aussi ce que vous disiez, Corinne, sur la subversion des sanctions et la subversion des dispositifs plus ou moins coercitifs, notamment avec la BAPSA. Donc c'est plus, je pense c'est presque plus une réorientation du questionnement vers le cadre. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Merci d'abord. Moi, je me présente, Victor Drouot, je suis médecin honoraire
un terme élégant pour dire que je suis en retraite, mais je garde encore une activité de soins. Je fais de la médecine somatique en milieu psychiatrique. On voit bien qu'il y a une petite relation quand même avec ce qu'on traite aujourd'hui. Dans ce que mon interrogation, c'est plutôt dans vos propos le terme d'assistance. Je n'ai pas entendu, c'est pas un reproche, mais j'ai jamais entendu solidarité, le devoir de solidarité, j'ai jamais entendu le devoir de non-abandon, et j'ai jamais entendu le devoir d'accueil. C'est-à-dire que j'ai entendu une vision utilitariste de l'assistance, uniquement utilitariste. Les effets sont actuels, c'est que derrière cette vision utilitariste, le médecin hospitalier que j'étais a peur que se cache l'efficience. Et l'efficience notamment des moyens alloués. Je l'ai vécu à l'hôpital. Pourquoi? Parce que si on considère un jour que les moyens alloués ne sont pas assez ou ne sont pas efficients, il faudra passer à autre chose. On passe à autre chose. Le politique a une tendance à revenir à la répression. Et là, je vous rejoins en disant, attention, la répression se cache derrière, mais non pas l'assistance, derrière ce qu'on considérait une non-efficience de l'assistance. Et on oubliera encore l'accueil et l'aide, et c'est pour ça que peut-être faut revenir à la notion d'accueil. L'assistance, c'est aussi l'accueil de l'autre, c'est aussi une vision, disons, plus conviviale, plus solidaire. Merci beaucoup pour votre remarque, c'est tout à fait vrai. Alors, il faut juste que je comprenne, parce que, comment dire, j'ai eu l'impression de faire un travail sur les tensions de l'assistance sans dire, et au contraire plutôt de dire qu'il y avait une partie de l'assistance qui est qu'on ne peut pas calquer sur la coercition et de la répression, et qu'en fait il y a une partie de l'assistance qui lui appartient et que je ne sais pas encore bien définir, mais que évidemment contient l'accueil, l'inconditionnalité, le soin, enfin toutes ces, le non-abandon, le devoir envers autrui, tout ce que vous avez mentionné. Donc je suis un peu embêtée parce que j'ai l'impression d'avoir dépeint l'assistance d'une façon que je ne la vois pas et que je ne la pratique pas. Mais oui, c'est vrai. la vision que j'en ai eue. Mais je pense que c'est parce que c'est un travail, oui, bon déjà c'est un travail sur la répression qui m'a, en fait à l'origine je voulais faire que sur la répression et je me suis rendu compte que effectivement pour parler de répression il fallait parler d'assistance. Mais donc non, c'était, oui, je pense qu'il faudrait, enfin c'était parce que sûrement c'était orienté trop répression et bien sûr qu'il y a quelque chose d'irréductible dans l'accueil et je vais peut-être mieux le montrer à l'avenir, je penserai. Je ne suis pas sûr d'avoir compris pourquoi vous dites que c'est une conception utilitariste de l'assistance. Est-ce que vous pouvez me le préciser, parce que ce n'est pas du tout clair dans mon esprit. Non, c'est une vision utilitariste parce que le but de l'assistance qui a été évoqué, c'est prévenir peut-être la délinquance, prévenir un certain nombre de phénomènes sociétaux que vous avez expliqués, le fait de privatiser des espaces publics. Enfin, je veux dire, on a visé que les conséquences, si vous voulez, de cette, entre guillemets, défaut, enfin, cette assistance de ces SDF, si vous voulez, on a visé que les conséquences. Alors, elles peuvent être bonnes, hein, attention, je veux dire, on peut corriger aussi, mais on n'a pas visé la notion même de solidarité et d'accueil, qui est le primum de ça. Et je vous dis, moi, cette vision utilitariste des hôpitaux m'agace beaucoup. Enfin, maintenant, je suis trop vieux, ça va aller, mais je vais calmer, mais m'agace beaucoup parce qu'effectivement, moi, j'ai manié l'efficience. J'ai été président de CME pendant 12 ans, mon établissement. L'efficience, je veux dire, je sais ce que ça veut dire. Mais je sais aussi ce que ça veut dire derrière. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à satisfaire l'efficience, il faut passer à autre chose. Mais quoi? Ça, effectivement, ça, c'est la politique. Et justement, la vision répressive, on la voit bien revenir là-dedans comme solution, entre guillemets, à ce manque d'efficience des mesures d'assistance mises en place. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, bonjour, Alex Ariapoul, je suis chargé de recherche ici à l'Espace Éthique. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'asymétrie quelque part entre la personne sans abri, qui est un individu, avec un soi qui se protège face à l'assistance, et l'assistance c'est tout un système, c'est tous les travailleurs sociaux, c'est tout l'État quelque part, et je me demandais si c'était vraiment une manière de conceptualiser qui vient de votre expérience, parce que moi c'est un milieu que je connais pas, un milieu des sans-abri et de l'aide sociale, ou si en réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment des individus qui sont complètement atomisés, ou est-ce qu'il n'y a pas, ça rejoint un petit peu ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire qu'il y a des profils différents, des catégories différentes sans abri, il y a des partages de stratégies, et donc peut-être qu'il y a que l'enjeu de protection de soi est doublé d'un enjeu de protection de nous en tant que groupe. Oui,
C'est vrai, je pense que c'est le... Vous avez raison, merci pour votre remarque. Je pense que c'est le concept de protection de soi qui individualise la question, alors que évidemment, ça dépend des cas, mais il y a évidemment beaucoup de choses quand on est sans-abri qu'on a. Enfin, voilà, qu'on est dans... Comment ? Des cas. Des cas, oui. Des personnes. Des personnes. Ça dépend des personnes. Et, mais c'est vrai que c'est une vraie question et en fait, c'était ce que je voulais faire à l'origine, c'était prendre la protection comme interaction entre agents et personnes accueillies et voir dans quel cas ça clashait. Dans quel cas ces interactions donnaient un conflit et même souvent non soupçonné entre une protection qui n'est pas celle de l'autre. Du coup, je sais pas comment faire pour parce que le soi, ça me tient quand même à cœur, parce que la protection, en fait, elle est tellement protéiforme que protection de soi, j'espère donner l'impression que c'est une protection contre l'absence, ce qui va nuire à notre intégrité. Mais le problème, c'est est-ce que ce qui nuit à notre intégrité, c'est plein de petites couches de micro-agressions, ou est-ce que c'est une menace énorme d'un coup? Je pense qu'il y a les deux cas, donc ça c'est un peu compliqué à résoudre. Mais la protection de soi individualise peut-être le traitement, mais c'est pas du tout, en effet, c'est toujours interactionniste, on est toujours situé dans un social très dense, etc. Donc même s'il y a des processus de désaffiliation qui sont à noter, c'est pas le cas de toutes les personnes à la rue, et c'est évidemment, il faut pluraliser selon les profils. Du coup, en fait, c'est juste deux remarques, je suis comme ça très vite. Je vais parler haut, c'est juste pour aller. Oui, il y a des crocodiles. Ouais, pardon. C'est juste, il y a deux questions autour desquelles on a tourné. Il y a la question de ce que c'est la dépendance et des différentes formes de dépendance qui entraînent différentes formes de relations. Quand on est très très dépendant, c'est pas la même chose que quand on est un peu dépendant dans les rapports qu'on peut avoir avec les autres et les réactions répressives ou assistentielles que ça peut créer. Et de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait la dernière remarque qui a été faite. Il y a une grosse différence à avoir entre les approches de protection et les approches médicalisées ou psychiatrisées. C'est, à mon avis, c'est peut-être même trois choses: psychiatrie, médecine et protection sociale, et y compris historiquement. Voilà. D'autres questions, commentaires? Moi j'en ai une petite sur le rapport au travail, qui dans le travail de master est présent du fait de l'historicisation et avec les invalides qui ne peuvent pas travailler, ceux qui n'ont occasionnellement pas travaillé. On sent que cette question-là de l'incapacité au travail est très présente, et puis il y a ceux qui apparemment ne veulent pas travailler. C'est cette troisième catégorie des incorrigibles. Dans la deuxième partie, il y a l'idée d'une inadaptation, des gens qu'on va réadapter par le travail. On a aussi le sentiment qu'on va les réadapter au travail. Et du coup, ma question est, qu'est-ce que devient, à l'époque contemporaine, cette question du travail dans l'assistance? Est-ce que l'assistance, elle vise d'une façon ou d'une autre? Alors je crois que oui, mais ça n'a pas été explicité. De quelle façon est-ce que ce thème du travail, qui était très présent historiquement dans les deux périodes anciennes, il est encore présent dans le troisième? Et une sous-question de plus, j'ai l'impression, mais alors c'est vraiment des catégories de quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, mais l'assistance comme protection d'autrui et la répression comme protection de la société. Parce qu'on a un peu l'impression qu'au XIXe siècle, c'est vraiment ça. Il y a de l'assistance, on protège autrui de lui-même, contre le suicide, contre le froid, contre la nuit. Et puis il y a une version de répression, alors on choisit de protéger autrui et protéger la société. Voilà, est-ce que c'est pertinent? Et surtout sur le travail. Merci beaucoup. Pour le travail maintenant, c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai l'impression que c'est délicat dans les faits, parce qu'il y a toujours en partie l'objectif de réinsertion, mais que dans les structures, quand on regarde le travail des travailleurs sociaux, c'est pas un principe qui s'applique à toute personne, et en plus c'est tellement fin le travail social que c'est un peu difficile. Moi j'ai du mal, c'est vrai, à cerner la part que conserve le travail. Peut-être que tu veux dire quelque chose là-dessus. La réinsertion par le travail, ça a toujours été quelque chose en tout cas qui a été central, parce que via un travail, on a un salaire, donc du coup on peut avoir un logement. Enfin, c'est un peu le cheminement en tout cas. Et depuis quelques années, il y a pas mal de dispositifs, en tout cas de réinsertion par le travail, qui voient le jour,
Je pense notamment au dispositif Premières Heures ou alors au programme tapage pour les jeunes en situation d'errance et usagers de drogue, qui justement font en sorte d'avoir des horaires aménagés pour pouvoir reprendre une activité à temps plus que partiel, pour ensuite pouvoir prendre un temps partiel, puis ensuite avoir une activité. Enfin, on voit toujours que le travail, enfin, c'est quand même une visée, c'est quand même quelque chose qui est au centre en tout cas de la réinsertion sociale justement, parce que ça permet d'avoir un salaire. Et c'est un peu la visée un peu libérale aussi du travail social sur certains points. Enfin, il y a cette logique de projection, cette logique de se saisir de son propre projet, d'avoir son propre... Enfin voilà, donc moi je trouve que le travail est quand même assez central dans nos pratiques, sous réserve d'avoir la régularisation qui va avec. Et c'est là en fait généralement que le problème est. Parce que les publics qu'on accompagne ne sont pas tous régularisés, n'ont pas tous leur autorisation de travail, et donc du coup c'est compliqué de pouvoir trouver du travail, et dans ces cas-là c'est le bénévolat qui vient faire le gap, et il y a beaucoup de personnes en tout cas qui nous demandent, nous on ne peut pas travailler, donc du coup est-ce qu'on peut faire du bénévolat, et donc voilà, le bénévolat vient pallier au travail, et le travail vient pallier au bénévolat, enfin, donc du coup moi je trouve que c'est quand même une question centrale dans les accompagnements qu'on peut proposer. Parce qu'on avait presque l'impression dans l'historicisation, si on passe de l'incorrigible à l'inadapté au souffrant, qu'il y a une pathologisation, une médicalisation d'un certain nombre de situations, et finalement l'objectif n'est plus de remettre au travail, de réinsérer quelqu'un en le faisant travailler, en lui faisant accéder au monde du travail, mais que c'est de soulager une souffrance. C'est comme si on avait abandonné, à tort ou à raison, cet objectif. Mais il me semble que pour cerner ce que c'est que l'assistance, c'est une question quand même, est-ce que ça a disparu? J'ai l'impression que quand même dans les projets c'est très présent, mais je me demande s'il n'y a pas une forme quand même d'opposition entre ce qu'on dit, faire et ce qu'on fait. Si on se met un peu aussi sur les travaux qui parlent mince de... Ah, tu vas m'aider, l'organique et... Durkheim, les travaux de Durkheim, oui. Vu qu'on a déjà perdu la solidarité, je ne sais plus les termes, je fais appel aux sociologues là. Mécanique. Voilà, la mécanique. On a perdu la mécanique, et bah, du coup on fait appel à l'organique, ou alors j'ai inversé les deux, je ne sais plus. Et donc du coup, voilà, le travail est un axe en tout cas qu'on peut travailler pour pouvoir, pour pouvoir retrouver une sociabilité en tout cas. Enfin, si je peux me permettre d'ajouter encore de la complexité à la complexité par rapport à la question du travail. D'abord, dans ce que dit Castel sur le concept de désaffiliation, le travail il est central. Et il est central pour plusieurs raisons. D'abord, je ne sais pas si c'est d'abord, mais il est central pour une participation sociale, une intégration sociale, et il est central aussi en lien avec la protection sociale, là au sens loi de protection sociale, retraite, sécurité sociale, etc. Donc par rapport à ça, c'est central, à la fois pour la protection, mais c'est central depuis bien plus longtemps. C'est ce qui montre dans les métamorphoses de la question sociale, c'est que le travail il est central, depuis la fin du Moyen-Âge, et Castel dit depuis le XIVe siècle, en fait, depuis les débuts de l'avènement d'une forme de salariat. Donc le travail c'est central aussi parce que on considérait que ceux qui travaillent ne peuvent pas être pauvres. Si vous travaillez, vous n'êtes pas pauvre. Donc si vous n'êtes pas pauvre, vous n'avez pas besoin d'assistanat. Toute la question s'est reposée au XIXe siècle, et c'est constitutif de la question sociale du XIXe siècle, c'est que là, il se passe autre chose, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui travaillent, mais se développe un paupérisme extrêmement important, justement sur cette population de prolétaires et sous-prolétaires qui travaillent et qui sont pauvres, et qui posent des tas de problèmes à la cohésion sociale, etc. Donc, en fait, le système de protection sociale en lien avec le travail après 1945 et travail salarié qui était
relativement facilement accessible à une population vraiment généralisée, ça se pose maintenant avec à la fois le manque de travail pour tout le monde et de manière tout à fait concomitante, et parfois même certains sociologues diraient envisagent que ce soit d'abord la protection sociale qui ait commencé à s'effriter avant même qu'il n'y ait plus de travail pour tout le monde permettant d'accéder à la protection sociale. Donc, et c'est pas tout à fait une histoire de poule et de l'œuf, c'est vraiment des questions de choix politiques. C'est pas voilà. Donc, du coup, il y a cette question-là. Par ailleurs, il y a eu aussi en 88 l'instauration du revenu minimum d'insertion, qui a introduit ce que j'appellerais une espèce de petite parenthèse durant laquelle le RMI permettait d'avoir un minimum de revenu minimum, en lien avec une activité d'insertion, mais qui n'était pas nécessairement une insertion professionnelle, il s'agissait d'une insertion sociale. Donc là, pendant cette petite parenthèse, il était reconnu qu'on pouvait être inséré socialement et en n'ayant pas nécessairement un travail, mais en mettant en place un certain nombre de pratiques soutenues, aidées par les travailleurs sociaux, pour faire partie du social. Et à ce titre, on avait le revenu minimum d'insertion, et par ailleurs, ça marchait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'était dans les attendus de la loi, il était dit aussi que demander aux personnes d'avoir des actions d'insertion permettait de ne pas les stigmatiser outrageusement en percevant un revenu sans contrepartie, ce qui serait particulièrement stigmatisant pour ces personnes. Mais là, on a passé un autre cap, puisque maintenant on est au RSA. Et là, c'est plus du tout la même chose. Là, il y a... voilà, il s'agit de s'activer. Et quand on dit s'activer, il ne s'agit pas seulement de s'activer pour aller récupérer les droits auxquels on a renoncé pour X raisons. En fait, il ne s'agit même pas du tout de ça. Il s'agit d'aller travailler. Et d'aller travailler possiblement à des montants de rémunération avec les protections afférentes qui ne sont pas du tout de la même dimension que le travail salarié auquel, par ailleurs, les personnes n'accèdent pas. Et c'est même plus la même chose que les contrats aidés. C'est encore un cran supplémentaire pareil, dans la question quand même de la surveillance, etc. Excusez-moi, je vous ai empêché de vous exprimer. Non, c'était sur le RMI aussi. De 88. Ah bon, bienvenue au club. Un grand merci aux discutants et discutants, de chaleureusement applaudissements pour ces personnes.